La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration d'Hydro-Québec dans les studios de Zoo à Montréal. Sophie Brochu, bonjour. Bonjour. Avant de parler d'énergie d'Hydro-Québec, on va parler de votre énergie à vous. Je vous suis. Vous êtes d'accord avec ça? Plus ou moins, mais je vous suis. Où vous avez pris toutes les ressources nécessaires pour en arriver à cette direction-là? Où on puise le know-how, la façon d'être pour être PDG? Dans quelle énergie on va chercher ça? C'est quoi l'énergie que ça prend? C'est une jolie question parce que moi, j'avais pas l'aspiration de diriger quand j'étais jeune. J'avais pas l'aspiration d'être dans le monde des affaires. C'était pas... Pour moi, diriger une entreprise, c'était pas un objectif. Pourtant, vous avez connu ça dans votre enfance. J'ai côtoyé des gens. Mon père dirigeait des organisations, mais je me projetais pas du tout dans ce rôle-là, moi. Mais je savais que je voulais être heureuse. Je savais que je voulais faire quelque chose que j'aime. Je savais pas trop ce que j'allais aimer. Et je pense que ce que les gens voient comme une espèce d'énergie de direction ou de leadership, là, c'est simplement le fait que j'essaie d'être toujours la même personne. En fait, je suis toujours la même personne. Il n'y a pas de différence entre Sophie Brochu à la maison, Sophie Brochu les amis ou Sophie Brochu au travail. Non. Vous êtes la même personne oui. dans des rôles différents et on joue différemment, évidemment. Oui. Mais tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de... Il y a une expression qui dit le rire du gars qui sait où il s'en va. Là. Moi, je suis pas là-dedans. J'ai pas de masque. J'ai pas l'impression qu'il faut que j'ai une attitude différente à l'ouvrage. Moi, je pense qu'un dirigeant a le droit d'avoir de la peine, de la joie, de la tristesse, des angoisses. C'est assez particulier de voir qu'il y a peu de gens dans la vie qui gagnent leur vie avec ce qu'ils voulaient faire dans le fond. Qu'est-ce que vous vouliez faire, jeune? Pas certainement. Aucune idée. Non, en fait, moi, tout est arrivé. Il y a un beau mot en anglais qui s'appelle serendipity, là. Ouais. C'est trouver quelque chose que tu cherches pas, là. Et, ça vous est tombé du ciel comme ça? En fait, moi, je suis une fille curieuse. Jeune, j'étais curieuse. Petite, j'étais curieuse. Quand j'ai grandi, j'étais curieuse de comprendre les univers. Puis à un moment donné, il y a des pistes qui se sont ouvertes devant moi. Je suis rentrée dedans, puis... La vie, parfois on parle de chance, là. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Puis la chance, c'est la conjonction de quoi? De l'opportunité puis de la préparation. Vous étiez prête, ouverte? J'étais ouverte. Sensible, à l'écoute ouais. de l'environnement, justement, de ce qui vous entoure pour dire « Ah, ça pourrait m'intéresser. Voilà. Je l'essaye. » Oui. Mais il n'y avait pas de quête. C'est très curieux. Non, mais c'est intéressant parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je pensais jamais de faire ce que je fais là, puis c'est pas la formation que j'ai, mais je le fais, et j'y ai trouvé un sens, une valorisation. » Oui, c'est une grande chose. Fait que vous vouliez être actrice, comédienne? En fait, non. Moi, j'ai fait le conservatoire par curiosité intellectuelle, par plaisir d'être avec des artistes, par plaisir de côtoyer la créativité. Vous aimez ce milieu-là? Moi, j'aime le milieu, mais j'aime l'environnement innovant, j'aime l'environnement créateur, j'aime la sensibilité, l'écoute. Est-ce que vous avez amené cette expérience-là dans vos responsabilités professionnelles par la suite? La créativité, une façon différente de voir les choses, une interprétation différente de la scène où vous œuvrez? En fait, je peux pas dire que j'ai apporté ça, mais je me suis inspirée de la capacité des artistes de créer plus grand qu'eux et qu'elles en s'oubliant. En s'oubliant, oui et non, en s'oubliant, mais surtout en étant en symbiose avec d'autres. Et parfois, je dis que la négociation, c'est la plus belle création du monde. Tout le monde y gagne ou tout le monde y perd? Il faut que tout le monde y gagne. La négociation, c'est quoi? C'est vous avez une idée, j'ai une idée. Si mon objectif, c'est d'avoir mon idée et pas la vôtre, et si vous avez la même, ça ne créera... Mais si on travaille ensemble à trouver un point commun, on va créer quelque chose qui n'existait pas dans nos têtes respectives au départ. Ça, c'est de la créativité. C'est plus. C'est le fun. C'est plus, c'est beau, et c'est la création de quelque chose qui n'existait pas. C'est transformer quelque chose de brut initialement en quelque chose d'énergisant, quelque chose de plus fort, de plus grand. Oui. C'est prendre de l'eau puis en faire de l'électricité. Bien, si on veut, oui. Parlons-en de ces différents emplois. Vous avez été PDG d'une entreprise gazière. Et ça, c'est rendu péché maintenant, ce produit-là dans le monde
Bien, c'est pas une entreprise gazière, au sens, ce n'est pas une entreprise qui produit du gaz naturel. D'abord, il faut relativer toute chose. Moi, je ne suis pas M. Mongrain dans la bien-pensance. Ça, c'est bon, ça, c'est mal. Moi, je ne suis pas là-dedans du tout. Je pense que l'intelligence des sociétés qui vont réussir la transition énergétique, c'est celles qui vont comprendre qu'on ne peut pas démoniser ni personne, ni des entreprises. Il faut évoluer tout le monde ensemble. Quand j'ai rejoint, à l'époque, Gaz Métro, qui était même Gaz Métropolitain, Oui. le gouvernement souhaitait le développement du réseau gazier au Québec. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de développement économique, parce que c'était beaucoup moins émissif que le mazout, parce que c'était une énergie qui était très porteuse de développement économique et social et environnemental. Ce qu'on a fait chez Énergir, ce qu'il continue à faire maintenant, parce que Gaz Métro est devenu Énergir, c'est d'utiliser le plus efficacement possible cette énergie-là, mais aussi d'y adjoindre du gaz naturel renouvelable. Alors, Énergir, ce n'est pas une entreprise de production de gaz naturel. C'est une entreprise de distribution d'un produit énergétique qui, aujourd'hui, est du gaz naturel, disons, conventionnel, et qui est de plus en plus compatible avec du gaz naturel renouvelable, fabriqué à partir de vos déchets de table, fabriqué à partir des déchets de produits laitiers d'une entreprise manufacturière, avec des produits agricoles. Et Énergir est aujourd'hui, ça fait longtemps que je regarde les chiffres, là, mais à mon départ, on était presque à 50 avec un bottom line d'énergie renouvelable. Énergir a acheté Green Mountain Power au Vermont, qui est une entreprise de distribution électrique, comme le petit Hydro-Québec. Donc, il faut... Moi, j'évite beaucoup de mettre des étiquettes à des entreprises. Parce que c'est facile. Mais on est rendu là, nous, par exemple, dans nos sociétés. Là. On est rendu, c'est blanc ou c'est noir. Ouais, t'es mais pour, moi, je suis pas t'es là-dedans. con. Vous n'êtes pas là. Non. Puis je pense que c'est une erreur, ça. Mais c'est vous qui avez démarré Énergie à la présidence en 2017. Hein? Bien, moi, en fait, je suis arrivée, ça s'appelait Gaz Métropolitain. Ouais, c'est ça. C'est devenu Gaz Métro. On a modifié Ouais. la façon de travailler parce que Gaz Métro s'est approché des clients québécois. Puis après ça, on a travaillé pendant 10 ans sous Gaz Métro à faire évoluer le modèle d'affaires. Puis au bout de 10 ans, on a dit à tout le monde, écoutez, nous sommes devenus Énergir parce que nous faisons de l'énergie éolienne, de la distribution d'électricité, du gaz naturel renouvelable. Et ça a étonné les gens de voir ce que nous étions devenus. Tout à fait. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui l'apprennent. Parce que c'est demeuré dans la tête de bien des gens, Gaz Métro. Bien, je dois dire que je m'inscris en faux à ça parce que quand on a fait les sondages, puis à l'époque, le passage de Gaz Métro à Énergir est fait. Il est fait. Il est fait? Ah, il est fait. Mais si quelqu'un veut se convertir, il dit quoi? Il dit, je veux me mettre au gaz? Mais ça dépend de ce qu'il veut faire. OK. Quand Énergir est devenu Énergir et que vous avez été sollicité une première fois pour Hydro, vous avez refusé. C'est parce que le job n'était pas fini chez Énergir? Bien, c'est parce qu'on était en plein dedans. On n'était pas encore devenu Énergir dans le nom. On était dans le plan stratégique qui allait donner naissance au nouveau modèle d'affaires. On était en plein milieu de ça. Puis moi, je pouvais pas... moi, je voyais ce que nous avions à faire. J'étais exaltée par des équipes, puis je pouvais pas laisser tomber un plan d'affaires auquel j'avais contribué dans sa conception. Vous vous êtes pas senti comme le héron de La Fontaine qui voit passer, hein, il va attendre le plus gros poisson? Non, pas du tout. Vous n'avez tout. pas sauté dessus, Hydro-Québec? Non. Puis pour moi, là, M. Mongrain, là, travailler avec 20 000 personnes, là, c'est la même affaire. C'est pas plus exaltant de travailler avec 20 000 personnes qu'avec 200 personnes ou 2 000 personnes. C'est pas la grosseur de l'organisation. C'est ce qu'on est en train de faire dans le temps présent avec notre conviction. Puis moi, je n'étais pas capable de penser que j'avais contribué à dessiner avec les équipes un plan d'affaires. On était en plein élan, on était en train de faire grandir l'organisation dans les énergies renouvelables. Puis je me serais senti opportuniste. J'ai dit à l'époque, par ailleurs, qu'Hydro-Québec était, à mon avis, une des plus belles organisations énergétiques au monde. Et je le pense encore. Vous avez laissé votre adresse, votre carte, vos coordonnées. Non, pas du tout. Puis je vous le dis, je n'ai jamais aspiré à diriger Hydro-Québec. Je voudrais bien vous dire le contraire, là, mais c'était pas mon aspiration. C'était pas un objectif. C'était pas un objectif. En fait, ce que je pense comprendre, puis vous me contredirez, puis ça pourrait me faire plaisir, c'est que vous êtes à l'endroit où vous êtes au moment où vous y êtes, puis on verra demain. Voilà. Je suis complètement investie d'une mission. Comme aujourd'hui, je suis chez Hydro, complètement investie de cette mission-là, emballée, enthousiasmée,
Puis je suis là, j'ai un boulot à accomplir là, avec les équipes qui sont là. Hydro-Québec, quand on regarde ça, nous, il y a eu un slogan un jour qui disait qu'on était Hydro-Québécois, puis on est 12 012. Vous êtes combien maintenant? On est 20 000, mais c'était avant Bay James, ça, là. On est 12 012, il faut se parler. Il y a des gens qui ne se souviennent pas de cette pub-là, de cette publicité-là. Mais on est plus que ça. On est 8 millions et quelques à se parler. Et il va falloir commencer à se parler davantage parce que vous, là, vous êtes dans la transition. Vous prenez une affaire, vous le passez de gaz métro puis vous l'amenez à énergie. Là, vous prenez Hydro-Québec puis vous l'amenez ailleurs. Là. En fait, Hydro-Québec s'amène ailleurs puis on va s'amener tout le monde ensemble ailleurs. Hydro-Québec, ça appartient à tous les Québécois. C'est un service public inouï. On fait, quand je discute avec mes pairs à travers le monde, tout le monde rêverait d'avoir un Hydro-Québec, chez eux ou chez eux. Je comprends. L'ampleur l'ampleur économique. Quand Hydro-Québec a été développé, quand ça a été créé et qu'on a nationalisé, c'était un désir d'autonomisme énergétique. Absolument. D'autonomisme économique. De dire on va avoir les mêmes tarifs partout au Québec. Commencer avec La Palme, fini Voilà. par le gouvernement libéral de 60, avec René Lévesque sur la nationalisation. Alors, on a créé ça, puis on s'est dit, bien, écoute, on va développer nos outils énergétiques nous-mêmes. Quand on a lancé la Bay James, après, dans les années 70, c'était pour dire, bien, écoute, on va... Puis ça a été une première transition énergétique, parce qu'à l'époque, nos maisons étaient chauffées beaucoup au mazout. Oui. Puis on a dit, on va mettre des plaintes électriques, on va chauffer L'huile à nos mains. chauffage, comme L'huile on à dit. chauffage. Puis on va améliorer notre balance commerciale. À l'époque, c'était une instigation économique. C'était un désir économique. On a découvert après qu'on avait le petit Jésus par les pieds parce qu'en plus, on a découvert avec la mouvance environnementale que notre énergie, elle avait la caractéristique renouvelable, verte, et que ça, à travers le temps, puis là, on le voit en plein aujourd'hui, que ça allait être extraordinairement précieux. Ce qui s'est perdu avec les décennies, avec le temps qui sépare le moment où on a créé Hydro-Québec et aujourd'hui, c'est qu'on s'est mis, pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, à avoir l'impression que Hydro-Québec, c'était à côté de nous. Ah et oui, tellement. Et c'est une tristesse inouïe. Alors moi, là, ma grande motivation, M. Mongrain, là, puis je le sens, là, c'est qu'on a aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire collectivement entre les mains. Hydro-Québec, c'est vous, c'est moi, c'est vos techniciens et techniciennes qui sont ici, là. C'est toute la population qui nous écoute, là. C'est tout le monde, c'est à nous. Alors, que veut-on faire de cette organisation-là alors que nous sommes dans notre transition énergétique? Et c'est pour ça qu'on a lancé Énergie en commun. Juste avant qu'on aille là, Ouais. parce que vous m'avez frappé, puis vous m'avez fait faire un voyage dans le temps en disant, ils étaient comme à part, Hydro-Québec, de nous autres. C'est tellement vrai, c'est qu'à un moment donné, on l'a considéré simplement comme une entrée de fonds pour l'État, où on se disait, bien ça donne 1 milliard 100 millions, 1 milliard 200 millions au gouvernement. Ce qui est déjà beaucoup. Non, c'est parfait. C'est ça l'intention ultime, de payer nos services sociaux et l'ensemble de nos services. Mais c'était pas ça, là. Ça avait l'air du gars qui ratait pour ramasser le cash. Puis quand on appelait, c'était difficile d'avoir une réponse. Et j'ai vu des gens se faire couper l'électricité comme disant mauvais payeur parce qu'ils étaient en retard et qu'ils n'y arrivaient pas. En fait, ça semble avoir changé, à moins que je me trompe. Il y a une grande évolution dans les tu sais, Hydro-Québec a beaucoup évolué. Ce qui a moins évolué, c'est la relation entre la population et Hydro-Québec. C'est vrai. Et c'est là que moi, la pandémie nous a offert quelque chose d'extraordinaire parce que quand la pandémie est arrivée, Hydro est sortie, puis quant à moi, elle a démontré le meilleur d'elle-même. Elle dit, écoutez, d'abord, on ne manquera pas d'électricité. Ça a l'air un détail, mais ce n'était pas un détail. On va être là, on va avoir des gens au pied du poteau, on va assurer l'approvisionnement. Souvenons-nous du verglas. Voilà. On va être là. Ensuite, on a dit aux gens, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas capable de payer votre facture, il n'y a personne qui va se faire couper l'électricité. On va travailler avec vous. On reprendra ça si puis mais piquant après la pandémie. Et là, les gens ont fait, mais c'est extraordinaire, ça. Et là, tout à coup, on a... Vous n'avez pas été en réaction, vous avez été... Oui, puis on a démontré proactif. d'abord et avant tout Ouais. le cœur d'Hydro-Québec. Et Hydro-Québec, c'est une grande puissance intellectuelle, une grande puissance de compétences, mais c'est une grande puissance de cœur parce que notre métier, c'est de servir la population qu'on a la responsabilité d'approvisionner en électricité. Et là, ce qu'il faut, c'est que nos jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, 25 ans, sachent d'où Hydro-Québec vient, puis comment cette organisation-là... C'est gros, hein? C'est gros, c'est drôle, hein? C'est gros puis c'est pas gros. C'est grand dans sa portée industrielle. C'est le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Amérique.
C'est la 3e plus grande entreprise hydroélectrique au monde. C'est le plus grand producteur d'hydroélectricité au Canada. C'est grand. Il y a 20 000 personnes. Mais en même temps, M. Mongrain, une organisation, là, c'est tout puis c'est rien. C'est la sommation d'êtres humains. Fait que moi, quand je dis c'est gros, on est 20 000. Alors, moi, mon boulot aujourd'hui, savez-vous, c'est quoi? C'est de dire aux hydro-québécois et québécoises qu'ils n'ont pas à être parfaits. Parce qu'un service public... Ça déculpabilise. C'est bien parce que, ouais. moi, honnêtement, là, juste environnement parlant, là, prendre mon petit bac puis de l'amener là, je le fais, là. Mais je le fais presque parce que mes pères le font puis je veux pas avoir de jugement sur moi. Son bac n'est pas à la porte. Ouais. Mais je sens pas, quand je pose ce geste-là, que je suis en train de sauver la planète, là. Ouais. Mais si je le fais pas, je me sens coupable de rien voir rien fait. C'est une mauvaise relation envers la dynamique de l'environnement, je trouve. Oui, oui. Mais en fait, c'est parce que on comprend... Bien là, c'est compliqué, là, mais on rentre dans la sociologie puis la pensée collective, mais revenons à la transition énergétique. OK? L'environnement, c'est large. On va y aller sur la transition énergétique. La transition énergétique, là, c'est quelque chose qui est à la fois formidablement nécessaire, extraordinairement complexe, et ça va coûter de l'argent. OK? On va appeler un chat, là. Ça va coûter de l'argent. Et pourquoi ça coûte de l'argent? C'est qu'aujourd'hui, on a un système économique qui n'incorpore pas le coût du carbone. Ou à peu près pas. Le coût du carbone. Vous êtes une spécialiste. OK, vous expliquez. Alors, aujourd'hui, on émet... n'implique pas le coût du carbone. Les émissions. OK, on émet des gaz à effet de serre. Hein? On émet des gaz à effet de serre. Oui. On ne paie pas pour l'utilisation de l'atmosphère. Un peu comme les papetières à l'époque. Pour occuper... Pour polluer l'atmosphère. Pour émettre, OK? Ouais. On commence à le faire avec ce qu'on appelle la taxe carbone. Oui. Mais ça commence à se faire à toute petite échelle. Ce qui fait que si vous achetez, par exemple, cette tasse-ci, et que cette tasse-ci a été produite sur un territoire où il n'y a pas de taxe de carbone, la tasse va vous coûter, mettons, 1,75 $. Si la tasse avait été produite sur un territoire où ils chargent la taxe de carbone... Peut-être 2 piastres et quart. Peut-être 2 piastres et quart. Alors, ce qui fait que si je vous amène après ça une autre tasse qui est un petit peu meilleure, elle va peut-être coûter 2,30 $. Vous allez dire, pour 5 cents, ça vaut la peine. Mais si vous vous comparez à 1,75 $, une tasse qui ne paye pas le carbone, vous allez dire, mon Dieu, ça coûte donc bien plus cher. Alors, c'est ça la transition énergétique, c'est qu'on doit faire un saut dans le temps. Maintenant... Ce coût-là, cependant, il faut comprendre que si on l'accepte et si on le fait, on participe encore davantage à notre économie parce qu'on prend une tasse de chez nous en la payant plus cher. Ça peut être une tasse de chez vous en payant plus cher. C'est propre. Alors, tout ça pour dire que la transition énergétique là, du Québec, là, quand on dit, par exemple, qu'il faut faire de l'efficacité énergétique au Québec, les gens se disent, pourquoi il faut faire de l'efficacité énergétique alors qu'on consomme de l'électricité, c'est propre? C'est là la question, puis c'est là le défi, puis c'est là que les gens sont en train de comprendre ça parce qu'on l'explique de mieux en mieux, c'est à nous à comprendre. Si on est ensemble aujourd'hui au Québec, puis qu'on consomme de l'électricité avec un système électrique qui est le nôtre, si tout le monde s'amerde puis son chien, qui sont des énergies fossiles, puis qu'ils décident d'embarquer sur le système électrique, il va falloir bâtir, ça va coûter très cher. Il faut faire une complémentarité énergétique. Oui, il y a ça, mais avant la complémentarité, il faut qu'on consomme mieux. Il faut qu'il y ait moins de lumière comme ça tout le temps. Il faut qu'on consomme. Donc, il faut qu'on fasse de la place, pas en se sevrant, pas en se privant, mais en étant juste plus conscient de notre consommation énergétique. Faire de la place autour de la table pour que d'autres puissent venir s'asseoir sans qu'on soit obligé d'investir massivement pour être capable de les accueillir. Parce que si on ne change pas notre consommation puis qu'on amène du monde, bien, notre tarif électrique, il va monter, puis là, on va l'échapper. C'est ça, la transition énergétique. C'est de faire de la place entre nous, entre Québécois. Mais on dirait qu'on a besoin de voir ce que l'on crée pour être fier de ce que l'on a. On a été fiers de nos barrages. On a vu ça, les géants qui construisent la Manic, qui construisent des grands barrages, etc. Et aujourd'hui, on ne construit plus. Je développe ma fierté en me privant? Non. Il n'y a personne qui va se priver de quoi que ce soit. On va juste être plus intelligent. C'est pas pire. C'est pas mal d'être fier d'être plus intelligent dans notre consommation. Oui, ça peut aider. On est plus smart. Là, sans se prendre pour d'autres. Sans se prendre pour d'autres. Puis, tu sais, la construction, c'est une grande affaire. On le fait et on continue de moderniser nos grands équipements. Les équipements de 1970 là, de Robert Bourassa, les groupes alternateurs ont réinvesti là-dedans. Bon, maintenant, bâtir pour bâtir,
Bien, c'est pas ça. C'est pas ça la vie. On n'est plus là-dedans. Tu comprends? Alors, il faut bâtir quand c'est nécessaire. Il faut construire des lignes électriques quand c'est nécessaire. Il faut mettre en place des éoliennes quand c'est nécessaire. Mais d'abord et avant tout, ce qui coûte le moins cher, c'est l'énergie que vous ne consommez pas. Je vous donne un exemple. Vous êtes parti de chez vous ce matin? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous aujourd'hui? Oui. OK. Ça arrive-tu qu'il y ait personne chez vous dans la journée? Oui. Est-ce que vous fermez le chauffe-eau quand vous partez? Non. Ben voilà. Mais quand je pars longtemps, oui. Oui, longtemps. Oui. Mais aujourd'hui, non. Non, mais vous comprenez. Alors, Oui. dans les sociétés dites évoluées, dans lesquelles nous allons nous inscrire... Ça s'en vient, ça s'en vient. Oui. L'évolution s'en vient? Ceux qui Vous vont... êtes promis. ceux qui vont le désirer vont permettre à Hydro-Québec d'avoir une conversation avec eux, avec leurs équipements. Et on va faire au Québec ce qui se fait au Vermont, ce qui se fait un peu partout, où on dit à Hydro-Québec, bien, garde, prends, si tu veux, là, interromps mon chauffe-eau à 2 heures l'après-midi, puis rallume-le à 4 heures. Quand vous allez revenir, vous n'aurez aucune... Même si vous êtes encore là, l'eau dans votre chauffe-eau, elle va être Elle encore va être chaude, c'est thermo. Voilà. Alors, tu comprends? Mais juste ça, multiplié par le nombre de chauffe-eau au Québec, un 2 février, alors qu'il fait très froid, imaginez-vous, juste ça, on devient des mini-barrages, chacun de nous, parce qu'au lieu de dire Hydro-Québec, envoie part, va développer des lignes électriques, va développer des barrages, au lieu de faire ça, on va juste consommer mieux. Et ça c'est ce qui coûte le moins cher. C'est ce qui va me coûter cher à moi. Il faut que je transforme des équipements chez Non, nous, vous ne là. transformez rien. On va tout s'occuper de ça. Arrêtez donc. On va travailler avec vous, puis on va mettre en place puis on va mettre en place les mesures. Les gens de l'intelligence artificielle, dans le fond. Ben, pas tellement artificiel, mais je veux dire, de l'intelligence. On va appeler ça de l'intelligence, là. OK, qui va C'est être plus de là, la puis qui va domotique. dire, Puis... mon ouais. grand, faut que tu consommes pas la nuit, on va fermer ton chauffe-eau. Ben, c'est on va pas- l'ouvrir à 4 heures du matin. Mais ça va tout se faire avec l'assentiment des gens. Je vous donne un exemple. Vous partez, c'est l'hiver. Il n'y a plus personne dans la maison. Vous baissez votre chauffe-eau, votre thermostat, maintenant, vous le mettez à 18,5 ou 19. Ouais. Vous arrivez le soir, vous craquez ça à 22. Tout le monde craint son thermostat à 22 Ah, là, en ça même temps. déborde, là. Alors là, ce que ça fait, c'est que ça crée une grande demande de pointe. Il faut qu'on bâtisse des équipements parce que les gens arrivent tous à la même heure puis qu'ils craignent ça à 22. Alors que si votre chauffe-eau, votre thermostat, vous le laissez aller, puis qu'on commence à monter votre thermostat à 2 heures l'après-midi, à 3 heures l'après-midi, tranquillement, quand vous allez arriver, il va faire chaud va être dans votre maison. confortable. On n'est pas obligé On de... n'aura pas donné Voilà. une demande Alors, excessive. c'est simple, hein? Ben oui, c'est simple. Mais ces gestes-là, là, valent des centaines de millions. Non. Des centaines de millions, M. Mongrain. Oui. Parce qu'on ne sera pas obligé de construire. Parenthèse. Oui, oui. Comment ça vous a pris le temps d'apprendre ce discours-là? Tu sais, vous partez du gaz, puis vous arrivez là, puis vous dites, ah, là, regarde, là, c'est ça, puis là, la demande. Mais c'est la même affaire. L'efficacité énergétique, on en faisait... Non, mais vous, là, pour adopter, j'allais dire, la religion Hydro-Québec... Non, là, je suis pas une religion. Je n'ai pas adopté de religion, pas en tout. Non? Pas en tout. C'est pas la religion Hydro-Québec, ça. C'est allez vous promener dans... Vous allez en Europe de temps en temps. Vous y allez depuis longtemps. J'y vais depuis longtemps, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été. On est d'accord, OK? Mais, tu sais, moi, je me souviens, la première fois que je suis arrivée en Europe, là, j'avais 18-19 ans, là, puis tu arrives à Paris dans un... Puis là, il fait noir dans l'hôtel. Il fait noir. Il fait noir dans le corridor. Tu n'as pas le temps de monter tes valises, ça éteint. Ça éteint. Alors, et je m'étais posé la question, puis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais l'électricité coûte et vaut fortune. très cher. Alors, ici, on n'est pas dans ce mode. Alors, l'idée, c'est pas de devenir des monastiques, pas du tout. On s'en rendra à peu près pas compte, M. Mongrain. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ce faisant, faire de la place à des gens qui s'en viennent de l'énergie fossile vers l'électricité. On va contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, même si nous, dans notre consommation d'électricité, on n'en aimait pas, parce qu'on va permettre ça, puis on va le faire au moindre coût possible. Parce que moi, si j'ai une religion, là, oui, réduire les émissions de gaz à effet de serre, absolument, avec détermination, mais au meilleur coût possible. Parce que si ça coûte cher, cette transition énergétique-là, on va perdre le monde, puis moi, je ne veux pas que ça devienne une polarisation accrue des richesses dans nos sociétés. Aujourd'hui, on a le tarif résidentiel le plus concurrentiel en Amérique du Nord. Fait que si notre tarif résidentiel double parce qu'on fait ça tout croche, puis parce qu'on bâtit, puis c'est facile de bâtir. C'est faire un plan d'affaires pour dire nous allons construire. Déjà, Hydro là, va investir 50 milliards entre aujourd'hui puis 2030. 50 milliards. Ça, c'est 50 000 millions. C'est un méchant paquet de zéros Oui, après c'est de le point. l'argent, ça. C'est de l'argent. Ça, c'est pour moderniser le réseau, le stabiliser, l'amener dans ces capacités domotiques-là dont on parle. Ça nous projette. Dans la distribution, là, je parle de la distribution. Allez, je vous ramène au verglas. Oui. Au verglas, là, il y avait une question qui était posée à Hydro-Québec. Ça a pris la commission Nicolette quasiment pour avoir la réponse. Il y a eu
un manque d'investissement dans le réseau de transport d'électricité qui a donné cette faiblesse-là, semble-t-il, après que toute la tempête parfaite se soit installée. Est-ce que ça, on continue d'investir dans la sécurité de distribution du réseau? Oui, en fait, ce que vous touchez, là, c'est ce que j'appelle le péché mignon. Le péché mignon de tous les propriétaires d'infrastructures qui, à un moment donné, se sentent un peu squeezés sur le bottom line. Moi, je dois dire, c'est très important monter Juste les traduire ce que vous venez de dire. Ouais. Tous les gens qui font de l'infrastructure, généralement, disent « ça tient, on n'investit pas là, j'ai besoin d'argent ailleurs ». C'est là qu'on n'investira pas en prévention d'une usure rapide. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que nous montons en puissance sur des travaux de maintenance. Je dis pas qu'on s'en est pas soucié dans les dernières années, non. Mais nos infrastructures, elles sont comme vous et moi, elles vieillissent. Et donc, elles ont besoin d'amour, comme vous et moi. et donc, il faut qu'on investisse des sous, et c'est très important. Il faut investir en solidité, il faut moderniser. Puis il y a la cybersécurité. Puis aujourd'hui, la cybersécurité, bien, elle est partout. Puis notre réseau sauve. Alors, on est exposé de partout. Et donc, il faut investir beaucoup de sous en... Vous parlez de cybersécurité, vous parlez d'attaques informatiques sur vos infrastructures. Sur les infrastructures, sur tout. En fait, tout le monde est attaqué, là. On parle de 10 000 attaques par jour à des endroits. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous ne me direz pas parce qu'on est en sécurité, mais il y a beaucoup de mais il y en a beaucoup. Il y a des pas fins qui veulent ce qu'on appelle disrupter en anglais, qui veulent... perturber physiquement. Il y a des pas fins qui veulent des sous. Alors, ils peuvent stopper une opération, puis ils disent « donne-moi une rançon ». Puis, il y a des pas fins qui vont attaquer pour aller chercher une propriété intellectuelle. On est entouré de pas fins. Alors, il faut juste... Et ça va arriver. Il faut juste être plus fin. Il faut juste être plus fin, puis en même temps être humble, puis comprendre que c'est extraordinairement complexe. Puis il est possible qu'on ait, à un moment donné, une attaque qu'on n'a pas réussi à s'en prémunir. Il n'y a pas personne sur la planète Terre qui peut dire « moi, je suis full-proof à temps plein ». C'est impossible. Si quelqu'un vous dit ça, là, soyez très Juste parler d'attaque. Oui. Là, il y a rumeur d'une attaque solaire. Vous avez vu ça, hein? Là, je vais vous dire franchement, ça dépasse mon champ de compétences. Oui. J'ai entendu un reportage hier qui disait que ça peut faire en sorte que les réseaux électriques, les réseaux de communication, etc., soient perturbés. C'est déjà arrivé en 89. Nos équipes sont très, très poussées là-dessus. En fait, chez Hydro, là, c'est extraordinaire. Puis je peux en parler avec détachement, j'arrive. L'intelligence, l'expertise au pied carré qu'il y a dans cette shop-là, M. Mongrain, là, des scientifiques poussés sur des trucs comme vous venez d'évoquer, des gens qui sont capables de réfléchir à l'évolution des bassins apiculture, des ingénieurs en ciment, des météorologues. Je vous donne un autre exemple. Hydro-Québec commercialise son électricité sur les marchés de gros aux États-Unis. Alors, on a un parquet, comme une bourse, qui vend notre électricité lorsqu'on en a une commodité, on vend ça là-dessus. Le prix de l'électricité varie à l'heure, à la journée, à la semaine, en fonction des températures. Puis ça, on sait qu'on va vendre théoriquement notre électricité plus cher l'hiver que l'été. Mais regardez bien ce qui arrive. Aux États-Unis, il y a de plus en plus d'énergie éolienne et solaire. Alors, c'est un apport additionnel d'énergie qui fait théoriquement baisser les prix. Mais quand ils ne vendent pas, puis quand il ne fait pas soleil, ils ne tournent pas. Alors, Hydro-Québec a modélisé sur son parquet avec des météorologues, puis on voit en temps réel la couverture nuageuse arriver, on attend. Puis quand la couverture nuageuse arrive, puis qu'il fait pas soleil, bien, on sait qu'on va avoir un meilleur prix pour notre électricité à telle journée de la semaine. Oui, absolument. C'est cute, ça. Bien, c'est plus que cute. C'est plus que cute, c'est payant. Mais c'est aussi... Puis c'est pas profiter d'une situation, là, parce que c'est pas nous qui envoyons les nuages et qui cessons le vent. Alors, tout ça pour dire que dans tous les métiers d'Hydro-Québec, là, il y a une intelligence, et je le dis à tous les Québécois, à tous les jeunes Québécois, là, je le dis à tout le monde, les Québécoises, là, vous pouvez entrer chez Hydro, faire 22 carrières dans votre vie. Vous pouvez vous promener dans des horizons de production, de transport, de distribution, service à clientèle. Vous avez une infinité de métiers. C'est une grosse machine, pareil. C'est une grosse machine. Bon, OK. Alors, parlons d'une deuxième grosse machine, le réseau de la santé. Je ne veux pas vous faire embarquer là-dedans. Non, ce que je veux dire, c'est que quand il y a une commande qui se passe en haut, on l'a vu, là, ça descend pas vite. Puis on dirait que... Comment l'organigramme chez vous est fait pour que ce que vous avez en tête, ce que le comité de direction a en tête, la vision, comment vous faites pour contaminer le restant du monde? Oui. Bien, en fait, là, vous touchez quelque chose de puissant. D'abord,
une entreprise comme Hydro-Québec de services publics électriques, propriété de l'État, puis ça a été vrai à travers le monde, ça a été constitué, puis c'est vrai pour les grandes organisations industrielles, ça a été constitué beaucoup historiquement comme des entreprises militaires, top-down. Ouais. Le chain of command, là. Puis d'ailleurs, en état de crise, il faut aller en chain of command. Et ça fonctionne très bien. Là. Quand Hydro-Québec s'aligne, on dit c'est ça la commande, on part. Maintenant, ça c'est vrai en situation opérationnelle pointue. Tout l'art des gestionnaires, à mon avis, M. Mongrain, c'est de virer la pyramide de bord. Oui. Il y a un temps de déstabilisation. Moi, je dis aux gens, vous me voyez en haut d'une pyramide, moi, je me vois exactement en bas. Moi, je suis là pour... Moi, je n'ai pas de pouvoir, j'ai de l'influence. Ceux qui ont le pouvoir, là, c'est ceux qui sont en interaction avec vous, au service à la clientèle, les messieurs et les madames qui vont aller rétablir le service. C'est les gens qui sont en interface opérationnelle. Eux, ils ont du pouvoir. Moi, j'ai de l'influence. Alors, tout l'art de la gestion des grandes organisations, c'est de s'assurer que oui, on a des orientations, puis oui, on a des objectifs, puis on a des plans. Mais ceux qui savent ce dont le terrain a besoin, c'est ceux qui sont proches du terrain. Alors, si vous avez une pyramide, puis que quelqu'un en bas a une idée, il faut qu'il pogne la balle puis qu'il tire au bout de ses bras en espérant qu'elle monte. C'est loin. Mais si tu vires la pyramide de bord, tu donnes du pouvoir aux gens de terrain pour laisser aller leur idée, ils vont la laisser aller, puis là, elle va percoler. Puis là, la job des dirigeants, c'est de la ramasser. Bon, là, c'est cute comme concept. Mais ce transfert-là est exigeant pour les équipes du milieu, parce que les équipes disons, du milieu de l'organisation, historiquement, ils ont pris les commandes, ils les ont poussées en bas. Oui. Puis là, ce qu'on est en train de faire, c'est prenez le pouls du terrain, puis remontez ça en haut. Et c'était un autre muscle. Et ça se fait pas. C'est pas vrai que ça se fait en 1, 2 ans, 3 ans. Non. C'est un élan culturel. Alors, ce qu'il faut, c'est ouvrir la possibilité puis de donner le droit à l'erreur. Puis une organisation comme Hydro-Québec, savez-vous quoi? Tu sais, des fois, les gens disaient « Ah, Hydro-Québec, c'est obscur. » C'est pas ça. Hydro-Québec veut être parfaite. On est jugé sur la fiabilité, puis c'est correct. Mais moi, je dis oui, il faut être parfait, il faut qu'on soit top-notch sur la fiabilité électrique, tout ça. Mais il y a tout un paquet d'affaires. On n'a pas besoin d'être parfait. Fait que donnons-nous le droit à l'erreur. Ben ça, vous voulez... Écoutez, savez-vous quoi? Ici, on l'a manqué. Puis je vous l'ai dit, je le dis tout le temps, c'est sûr qu'on va pogner la garnotte. C'est sûr que je vais faire des erreurs avec les équipes. On va en faire des erreurs. Et il ne faut pas flageller Hydro-Québec quand on fait l'erreur, mais il ne faut pas qu'Hydro-Québec démontre qu'elle est au-dessus de... Mais c'était Moi, j'ai déjà entendu des commentaires de dire qu'Hydro-Québec, dans le passé, je ne veux pas brasser... Non, moi non plus, c'est pas utile, mais... Mais que c'était l'État dans l'État. Que quand il y avait une augmentation tarifaire, il demandait plus, il passait à la commission, il baissait de 3 cents, puis il l'avait. C'était comme organisé un peu d'avance. On connaissait le jeu. Ouais. On savait comment... Ben, la réglementation, là, on embarque dans une autre affaire, la réglementation énergétique. Mais tu sais, encore une fois, là, Hydro, là, ça nous appartient tous. Puis oui, ça prend, à un moment donné, ça prend une structure de gouvernance, ça prend des orientations. Puis oui, c'est un instrument puissant que nous avons collectivement pour balancer nos équilibres financiers à la fin de la journée. Mais les décisions saines et porteuses doivent être prises, qu'on soit au gouvernement, qu'on soit à la direction d'Hydro-Québec, qu'on soit comme société, pas pour votre nombril, pas pour le mien, pour le bien collectif. Puis moi, c'est ça mon étoile polaire. Est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision pour le bien collectif, puis pas demain matin, sur 20, 30, 40 ans? C'est ça l'étoile polaire d'Hydro-Québec. C'est drôle parce que je suis sûr qu'un Québécois, là, un citoyen, un contribuable dit Hydro-Québec, c'est de l'électricité. Mais vous êtes dans l'éolienne aussi. Ah, bien, on est dans des énergies renouvelables, en fait. Hein? On accueille ça. C'est un phénomène relativement récent. Oui, d'à peu près une vingtaine d'années. 10, 15 ans, 15 ans. C'est ça, quand on a travaillé avec des producteurs éoliens. Alors, regardez, aujourd'hui, là, nous, Hydro-Québec, on distribue l'électricité partout au Québec. Il y a des bouts du Québec qui ne sont pas connectés au réseau parce qu'ils sont trop loin. Prenons, par exemple, les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine... C'est loin. C'est loin. Puis aujourd'hui, c'est une centrale qui produit de l'électricité avec du diesel. Puis on dit, bien, là, on va arrêter ça. Fait qu'on va la raccorder. Mais il y a d'autres réseaux qui sont loin comme ça, surtout dans les territoires nordiques, où tout à coup, on se met à faire du solaire avec les communautés autochtones, où on met des éoliennes avec les communautés autochtones, où on utilise un petit peu d'hydroélectricité locale, puis on est en train de retravailler ça. Fait que le portefeuille d'Hydro-Québec est plus large que l'hydroélectricité, mais l'hydroélectricité constitue 90-15 de notre affaire. OK. Mais on pourrait-tu appeler ça éventuellement Énergie Québec? Non, ça s'appelle Hydro-Québec. C'est une marque à laquelle je ne toucherais pas, c'est bien celle-là. OK. C'est pas comme Gaz Métro.
Non, mais c'est autre chose parce que Hydro-Québec, la marque, elle est dans le cœur des Québécois. Elle est dans l'ADN du Québec. Elle est venue au monde de même. Et moi, je toucherais pas à cette marque. C'est son nom de baptême. Ouais. Quand des gars comme Elon Musk sont sur la batterie, plusieurs disent c'est formidable, ça ne consomme pas de pétrole, etc. Mais le temps qu'une batterie fasse dans sa vie utile une diminution, ça prendrait 10 ans parce que le lithium, etc., etc. Donc, il y a un poids énergétique, il y a un dommage à quelque part. Bien, dès qu'on fait quelque chose, là, vous vous êtes acheté un saut, là, il y a eu un dommage. Non, mais chaque geste de consommation... Plutôt à mon portefeuille. Non, mais chaque geste de consommation induit quelque chose. On a consommé quelque chose. Ouais. Les batteries... Vous en allez dans les batteries, là, vous autres? Là. Bien, nous, on a développé à travers le temps... D'abord, oui. Nous en allons dans les batteries, excusez-moi, il faut que je nous, convertisse absolument. cette vision. Nous sommes dans les batteries, puis la raison pour laquelle Hydro-Québec a développé ce que j'appellerais des batteries grande puissance, là, visualiser un container, c'est gros comme ça. Ouais. Puis là, tu peux en mettre 1, 2, 3, 4. C'est que notre réseau de transmission, c'est le plus grand d'Amérique du Nord. Hein? Puis un des plus grands au monde, c'est des milliers de kilomètres, parce que nos barrages sont dans le nord, la consommation est dans le sud. Fait qu'on se promène. Et souvent, nos lignes de transmission sont ce qu'on appelle en antenne. Alors, on part d'une colonne vertébrale, il y a un système nerveux, il y a un village. Si on travaille sur cette ligne-là, puis qu'on fait de la maintenance, bien, le village, au bout, il n'y a plus d'électricité. Alors, on a développé, à travers le temps, avec l'Institut de recherche, avec des chercheurs extraordinaires, des batteries qui nous permettent de maintenir le service pendant qu'on fait la maintenance. Historiquement, là, c'est à peu près ça, la mouvance. On s'est rendu compte aujourd'hui qu'avec le développement des énergies intermittentes solaires et éoliennes, partout à travers le monde, c'est le fun, ça, de l'éolien puis du solaire, puis on en développe, mais il faut qu'il fasse soleil, il faut qu'il vente. Alors, quand il n'y a pas ça, ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas ce qu'on appelle la puissance. Fait que si tu n'as pas entreposé ton énergie pour être là quand il ne vente pas et qu'il ne fait pas soleil, bien, ton système tombe. La plus belle batterie en Amérique du Nord, ce sont nos réservoirs d'eau. Parce que ce qu'on fait, oubliez les États-Unis, là, au Québec, on a des éoliennes, on a des producteurs éoliens qui nous fournissent de l'énergie éolienne, et on a un service qui nous est offert par le volet producteur d'Hydro-Québec, par les réservoirs, qui dit quand les éoliennes ne produisent pas, le producteur peut embarquer. Alors, l'électricité s'entrepose très mal, l'eau s'entrepose très bien. Alors, cet été, ils vendent beaucoup moins que dans la moyenne des vents des dernières années. On a été chanceux d'avoir nos réservoirs hydroélectriques pour être en appui aux énergies éoliennes. Maintenant, il y a les niveaux d'eau aussi, par exemple. Oui, il y a les niveaux, ça gère. Ça gère, oui. Ça se gère? Bien, ça gère, c'est-à-dire qu'il faut être prudent. Oui. Puis il y a quelques années, Hydro a turbiné de la boîte, là. Ben oui. Mais alors, il faut faire attention, mais ça se gère. Les changements climatiques, selon Ouranos, puis les scientifiques vont faire en sorte qu'on va avoir de plus en plus d'apports en hydroélectricité, mais les variations vont être de plus en plus grandes. Donc, il faut être prudent, ça se gère de manière très poussée, très fine. Et donc, il n'y a pas... Tu sais, quand on dit l'énergie parfaite, qui est partout, pas chère, environnementale, renouvelable, flexible, ça n'existe pas. Toute société, même nous, allons avoir besoin d'un bouquet de solutions. On ne peut pas électrifier tout le Québec demain matin. On ne peut pas. Ça se peut pas physiquement, ça se peut pas économiquement. Alors, il faut que notre électrification soit très intelligente. Il faut qu'on aille électrifier ce qui fait le plus de sens, et puis d'avoir la bonne énergie à la bonne place. Et ultimement, pour déplacer les produits pétroliers dans 10, 15, 20 ans, ça va se faire avec de l'hydrogène. Puis l'hydrogène, ça se fait avec de l'électricité, puis de l'eau. Donc, on doit s'imaginer immédiatement, y penser, et c'est débuté, une polyvalence dans les sources énergétiques. Absolument. Qui seront chapeautées par Hydro-Québec ou en partenariat avec d'autres? Non, Hydro-Québec va toujours distribuer cette électricité-là, mais Hydro-Québec ne veut pas respirer toute l'air. Mais on va avoir quand on arrive dans le système actuel où il y a de plus en plus de sources nouvelles qui arrivent, on va être un petit peu plus, je ne veux pas dire dirigiste, mais on va plus expliquer, par exemple, où les éoliennes vont faire le plus de sens sur le réseau. Aujourd'hui, on est en appel d'offres. Les gens regardent, ils regardent les mesures de vent, ils développent, ils disent ici, il y a une grande terre, j'ai l'acceptation communautaire, OK, je soumets une offre à Hydro-Québec. À date, c'est ce qu'on a fait, puis c'est correct. Mais là, au moment où on va vouloir avoir de plus en plus d'apports en énergie éolienne,
on va indiquer à travers le temps où ces éoliennes-là ont le plus de sens pour nous, comme Québécois, comme opération du réseau, pour faire en sorte que ça coûte le moins cher possible. Je reviens à Musk. Il y a déjà, lui, un produit que c'est des batteries murales. Tu peux mettre ça dans ton garage. Je connais ça très bien. Allez-vous aller là? Écoute, Green Mountain Power, là, qu'Énergie c'est avait ça. acheté, là, était le test bench. Il est encore le test bench des Tesla. Fait que des murales. Alors, il y a Tesla, il y a plein d'autres technologies qui se développent. L'idée étant, pour nous, de s'assurer que on va aider le Québec et les Québécois à avoir une consommation la plus intelligente possible, mais pas nécessairement pour votre bénéfice à vous individuellement. Je m'explique. Non, pour l'ensemble de la consommation. C'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec nos clients, puis éventuellement, on va avoir des toits solaires chez certains clients, dans certaines communautés, puis on va optimiser chacune de ces installations-là individuelles, mais comme un parc collectif pour le mieux-être collectif. C'est ça qu'on va faire. Le bien-être collectif, il a passé aussi par une vente assez exceptionnelle de 25 milliards de dollars d'électricité dans le Maine et aux États-Unis pour New York. Est-ce que c'est un contrat que vous avez eu à paraffer puis tout était fait ou s'il y a eu un blitz de négociation terminale? Parce que ça fait longtemps qu'on veut vendre aux États-Unis. Oui, d'abord, les chiffres que vous évoquez, ce sont les vôtres parce que moi, je ne les ai pas encore annoncés parce que le contrat n'est pas encore tout à fait finalisé. Puis c'est pas à nous d'annoncer le contrat. Je comprends. On est en négociation, mais c'est plusieurs milliards. Je ne dois pas être dans le champ, là. Pas trop. OK. Fait que c'est beaucoup de sous. C'est des projets comme ça, c'est des projets qui se développent sur des décennies. Parce qu'évidemment, il y a des lignes de transmission qui doivent être construites, donc qui doivent être passées à travers des processus environnementaux. Et l'État de New York a passé à travers son propre processus de transition énergétique où ils ont, au fil du temps, augmenté leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. L'année dernière, ils ont reconnu que l'hydroélectricité, la grande hydroélectricité, était une énergie renouvelable. Alors, vous allez me dire, mais ils débarquaient d'où? C'est que, par les dernières années, ils ont voulu développer leur propre énergie renouvelable chez eux, puis c'est correct. Donc, ils ont voulu qualifier le solaire et l'éolien comme particulièrement prioritaires pour eux. Maintenant, leurs objectifs sont tellement grands, c'est pas suffisant. Alors, ils ont dit, l'hydroélectricité, ça peut faire partie de ça. Et là, on est entré dans une négociation avec un organisme réglementaire qui doit déterminer quel projet va amener quelle énergie, notamment dans la ville de New York. Fait que oui, il y a eu de la préparation politique, beaucoup à travers le temps, avec la délégation du Québec à New York, notamment, qui expliquait aux gens de New York c'était quoi l'hydroélectricité, puis et tout ça. Puis évidemment, il y a eu un blitz, là. Il y a eu un blitz, puis on est en train de finaliser ça. L'organisme avec qui on a négocié va le déposer à son organisme de réglementation. Pour acceptation. Pour acceptation. Fait que là, il va y avoir un autre débat sur le contrat comme tel. Fait qu'on avance. C'est dans la poche. C'est pas signé tant que c'est pas signé. Mais moi, en fait, je dis jamais que quelque chose est dans la poche, dans le sens où on est très, très bien positionné, on a une entente, on avance, mais on est aussi en territoire américain. Puis vous savez, M. Mongrain, en territoire américain, il y a des gens qui sont vraiment, vraiment contre Hydro-Québec. Et ce sont les gens qui produisent de l'électricité à partir d'énergie fossile. Eux, là, ils ne veulent pas qu'Hydro-Québec exporte sur leur territoire. C'est la NRA de l'électricité. Exactement. Je ne pourrais pas le dire mieux. Vous êtes exactement là. Alors, ces gens-là, aujourd'hui, qui produisent de l'électricité à partir d'énergie fossile, ils n'ont pas tellement peur de l'énergie éolienne puis solaire dans leur coin du monde parce qu'ils se disent... C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Puis moi, je vais toujours être là parce qu'à un moment donné, quand ils ne vendent pas, ils ne sont pas là, j'ai besoin. Alors, quand Hydro-Québec arrive avec une énergie qui est verte, propre, concurrentielle, là, tout le temps. Alors, regardez au Massachusetts, le projet a eu... le Massachusetts a fait un appel d'offres partout. Plein de gens ont soumissionné. Hydro-Québec a gagné, est allé en processus d'approbation, a passé un processus d'approbation avec son partenaire américain pour obtenir la ligne. On a obtenu tous les permis. On a le permis présidentiel. On a commencé à construire. Bien, nos amis de NRA Électricité, eux autres, ils n'ont de cesse. C'est ce qu'ils font, là. Ils font ça partout. Ils font le même modus operandi en Californie. C'est ce qu'ils font. Là, ils prennent des gens locaux, puis ils disent, là, on va vous financer, puis vous allez attaquer. Fait que là, ils lancent toutes sortes d'affaires. Comme là, on est en référendum. Il y a un référendum en novembre, là, sur un projet qui a commencé à être construit. Mais si, d'aventure, on devait perdre le référendum, on peut être arrêté là pendant des mois, voire des années. Alors, on est au pays de l'oncle Sam, puis ça se tire de la boîte solide. Puis ces gens-là, là, n'auront de cesse que lorsqu'ils ont gagné. Ils ont un modèle d'affaires que la destinée dans l'iceberg qui dérive vers les mers du Sud. Eux autres, là, Hydro-Québec, là, On oublie ça.
Ben, c'est le pire qui peut leur arriver. Moi, j'ai pas beaucoup de sensibilité pour les directions de ces organisations, mais j'ai beaucoup de sensibilité pour les gens qui travaillent dans ces usines-là. Puis il faut s'occuper de ces gens-là, parce que si eux autres perdent leur boulot, parce que nous, on arrive, il faut être assez intelligent pour les intégrer. Les intégrer, leur donner de la formation, puis mettre de l'argent sur la table pour qu'ils puissent se redéployer dans d'autres secteurs d'activité. Il y a d'autres places où vous dépensez de l'énergie. C'est la place des femmes. Oui. Dans la gestion. Je l'investis, mon énergie. Ça ne dépense pas. Je l'investis. Ça a l'air à rapporter. D'où vient cette initiative-là? A1. L'effet A. L'effet A. L'effet A, bien, c'est une idée d'Isabelle Hudon avec un certain nombre de personnes, de femmes qui se sont regroupées il y a quelques années parce qu'on était... Puis Isabelle était l'instigatrice de ça, de dire, moi, j'en ai marre de voir que les statistiques n'avancent pas. On parle de la place des femmes, mais quand on regarde dans les lieux décisionnels, oui, les femmes sortent des universités, des écoles professionnelles et tout, elles occupent les... Mais là, tout à coup, leur place s'étiole. Et puis, on s'est lancé là-dedans un peu intuitivement. On a voulu travailler avec des femmes. Puis, au moment où on se parle, bien, il y a plus de 3000 femmes à travers le monde qui ont passé à travers un programme qui a été développé avec des gens structurés dans l'évolution du comportement, mais aussi pour conscientiser donc les femmes sur ce qu'elles doivent faire, se sentir bien avec leur ambition. Les femmes sont aussi ambitieuses que les hommes. C'est juste qu'elles sont moins confortables de l'exprimer et de l'assumer. Comment? Oui, c'est ça. Je ne veux pas faire de la psychologie à Saint-Saëns, mais moi, je pense que des hommes, quand ils ont peut-être, je ne sais pas, moi, 50 des capacités de faire le job, ils vont appliquer. Oui. Mais une femme voudrait avoir 125 des capacités pour être confiante qu'elle puisse appliquer. Alors, voilà le bel exemple. Ici, il faut que la femme lève la main, puis il faut que l'organisation dise « postule ». Il y a une double affaire. Si l'organisation dit, bien, si elle n'a pas postulé, c'est son affaire, l'organisation est dans le trouble. Puis si la femme ne lève pas la main, bien, la femme a manqué à être assertive sur son ambition. Fait que c'est pour ça qu'il faut travailler les deux pôles. Il faut travailler le pôle organisationnel puis le pôle comportement. On ne change pas les femmes. On fait juste se conscientiser sur le comportement. Puis là, ça fait 8 ans qu'on fait ça. Puis les femmes qui passent à travers le défi 100 jours, il y a plusieurs défis, mais le défi 100 jours, là, les femmes ont en général entre 30 et 40 ans. Quand on a commencé ça, j'en avais 5 ans. Le défi 100 jours, c'est l'effet A. Alors, pas prendre de vin? Non, pas du tout. Ah, okay. Pas du tout. Les femmes se donnent un défi professionnel. Elles le nomment, elles le partagent. Et pendant 100 jours, elles vont travailler à la réalisation de leur défi en travaillant en parallèle à la conscientisation de 3 piliers fondamentaux pour être plus confortable avec leur ambition, la confiance en soi, la capacité de négocier et l'activation des réseaux d'influence. C'est là-dessus qu'on va travailler. Je reviens au tout début de notre entretien. Oui. Mon Dieu, c'est une affaire de bonbons mélangés, votre patente, mais c'est correct. Ouais, non, c'est correct, mais je garde les rouges pour la fin. C'est correct. Cette initiative féminine pour pousser les femmes à prendre des postes et à les limites de direction. De décision, pas à la limite. Pas à la limite. Bien, ils peuvent faire d'autres choses qu'ils ne voulaient pas faire. Ah non, ça, je suis d'accord, mais oui. Est-ce que cette réalisation-là va nous manifester une nouvelle façon de voir le leadership? Autrement dit, le pouvoir, est-ce que c'est masculin, féminin ou sans sexe? Bien, c'est très le fun comme question, parce que là, il y a tout un débat, là, puis on... Ils sont mélangés, mais ils sont bien placés. Oui, mais jusqu'à temps qu'on soit bleu d'en face. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense. Moi, ce que je constate, c'est que plus le nombre de femmes autour d'une table s'approche d'un niveau paritaire, voire égalitaire, on est 12 autour d'une table. Si on est 2, ça influence pas beaucoup. Si on commence à être 4, 5, 6, moi, ce que je vois, c'est que non seulement la conversation des femmes pèse parce qu'elles existent, mais la nature de la contribution des hommes évolue. Puis hier, depuis les décennies, le monde des affaires a été conçu, construit pour et par des hommes, pour être habité par des hommes. Il y avait un modèle. Hein? Je vais prendre des mots durs. Je pisse debout, je pisse droit, qui même me suivent, puis c'était le mâle alpha. Puis les hommes se sentaient obligés d'embarquer dans cette traque-là pour dire, bien, si c'est ça la traque, c'est... Quitte à jouer le jeu même, à pas être honnête avec eux-mêmes. Absolument. Disons, pas tout à fait confortable. Alors que quand les femmes arrivent avec leur façon de faire, leur façon de penser, puis 90 % du temps, on pense à peu près pareil, mais il y a un 10 % sur des opportunités, sur des risques où on va varier. Mais moi, ce que je vois là, vraiment, là, puis je le constate, là, puis je trouve ça merveilleux, c'est que tout à coup, la couleur des hommes est beaucoup plus nuancée.
Fait que c'est là que je dis, j'ai de la misère à dire qu'il y a un modèle masculin et un modèle féminin. Moi, je pense qu'il y a un modèle humain. Mais pour que l'être humain s'exprime dans sa plénitude, il faut qu'il y ait une plénitude et une complémentarité autour des tables. C'est vrai en politique, c'est vrai en finance, c'est vrai en business, c'est vrai dans le système de santé, c'est vrai dans l'éducation. On a besoin de ça. Alors, est-ce que c'est humaniste? Est-ce que c'est économique? Parce que c'est prouvé que quand tu n'as pas la diversité, tu n'as pas la même rentabilité. Est-ce que c'est une affaire de société? Il est prouvé que les traités de paix, de guerre, qui ont été négociés par des femmes, sont plus pérennes que ceux qui sont négociés strictement par des hommes. Ramener ça dans tout l'univers. Quand j'ai eu le bonheur d'interviewer Obama à Montréal il y a quelques années, je lui parlais de la présence des femmes, puis il l'avait dit, moi, je pense que si des femmes pouvaient être au pouvoir en même temps pendant un mandat dans tous les pays industrialisés, ça changerait la face du monde. Fait que c'est pas parce que les femmes sont meilleures. D'ailleurs, quand t'as juste un groupe de femmes, là, très mauvais. Très mauvais. Ça prend de tout. Non, mais c'est ça, mais c'est fondamental. Ce qui est fondamental, à mon point de vue aussi, c'est de voir le message que vous nous lancez collectivement. Puis là, je ne vous lance pas des fleurs quand je dis ça. C'est que Hydro-Québec, on ne fait pas juste payer pour de l'électricité. C'est un produit dont on est associé. Ça nous appartient véritablement. Absolument. On n'a peut-être pas de pouvoir d'influence, mais on a un pouvoir de collaboration, par exemple. On est appelé à ça. On va comprendre qu'il va falloir s'investir dans votre défi de passage énergétique à autre chose. Oui, oui. C'est à ça que vous nous appelez, pas juste votre staff. Non, on va absolument. Puis on va être beaucoup plus proactif pour expliquer l'opportunité, expliquer le défi, puis expliquer à chacun d'entre nous que nous avons un pouvoir immense sur la capacité du Québec à réaliser une transition énergétique qui va se faire au meilleur coût possible pour ne pas laisser du monde dehors. Parce que les Gilets jaunes en France, là, c'était quoi? Les Gilets jaunes, c'était des gens qui manifestaient parce qu'ils disaient « Écoutez, c'est bien le fun de votre affaire, là, la taxe sur l'essence. Mais moi, là, j'ai pas l'argent pour rester à Paris. Puis moi, je peux pas me payer un appartement downtown. Puis il faut que je me tape 1 heure de véhicule parce que je suis pas capable de me payer vos affaires. Puis vous me dites là, que c'est moi sur ma taxe à essence parce qu'il faut que j'aille travailler au centre-ville. Bien, j'ai pas de job dans mon coin qui va payer pour ça. Et là, le modèle casse. Puis quand le modèle casse, bien, c'est toute une société qui s'étiole. Puis moi, je trouve ça dangereux. Alors, c'est important qu'on fasse ça au meilleur compte possible. Puis je vais dire quelque chose de gros, mais qui est important. Que le Québec réussisse ou pas ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ça ne changera pas la trajectoire du monde climatique. Ce qu'on peut changer, on peut inspirer le monde sur comment on s'est rendu là. Puis si collectivement, on est capable de mettre notre énergie en commun, l'énergie des individus, l'énergie des entreprises, la capacité d'Hydro-Québec, travailler avec les autres formes d'énergie pour réduire ces émissions-là, si on peut travailler ensemble, moi, je pense qu'on peut influencer le monde comme un modèle de transition juste, équitable, efficace. Merci. Bien, merci à vous. Bye. Merci de faire de la place à Hydro.